voyager. Bonsoir à toutes et à tous et merci de prendre part à ce rendez-vous de 20h15 sur la télévision Tambara. Cela dit, face à l'insécurité qui sévit dans certains pays de l'Afrique, on constate aussi une recrudescence des coups d'État, un phénomène qui est à la une de l'actualité. Une situation qui ne laisse pas aussi indifférent le coordonnateur du réseau Espérance, Maman Bachar, dont je vous propose de suivre un extrait afin de le retrouver en partie magazine en fin de cette édition. Lorsque la crise persiste, elle prend un certain temps, elle prend une certaine dimension avec beaucoup de pertes tant en ressources humaines, matérielles que financières. Il arrive que, en tout cas, les hommes en uniforme pensent que cela a un lien direct avec la gouvernance, principalement la gouvernance civile, à laquelle ils pourraient reprocher donc une certaine inefficacité ou un manque de cohérence par rapport aux orientations et aux instructions en termes de stratégie à prendre pour faire face à la crise. Donc, pour ce qui concerne donc ces derniers temps, on peut constater que principalement c'est lié à cet état de fait. Donc, très souvent, ils se disent que bon, en liant donc le pouvoir de décision et le pouvoir opérationnel sur le terrain, ils auront un peu plus d'efficacité parce que ils pourraient reprocher donc aux dirigeants civils de ne pas pouvoir suffisamment prendre conscience donc de l'ampleur de la situation au point de pouvoir assurer une coordination beaucoup plus pertinente. Bon, à tout cela s'ajoute maintenant l'intrusion donc de forces étrangères donc dans la gestion de la crise qui rend souvent les questions très difficiles à être perçues par notamment les forces nationales qui souvent ne parviennent pas à saisir véritablement les éléments nécessaires leur permettant d'agir avec beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus d'autonomie et en toute souveraineté. Suite à l'actualité, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, était en assemblée générale ce matin à l'Académie des Arts. L'objectif est d'informer les militants et militantes de la situation actuelle. Autre précision avec Ramatou Marou et Abdullah Eyeb. Cette assemblée générale d'information a vu la participation de nombreux militants et militantes de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et des secrétaires généraux des syndicats amis de l'éducation et la société civile. Cette assemblée générale a pour objectif d'informer la grande base sur l'examination des 19 points autour de leurs revendications par le gouvernement et de mener des réflexions pour une amélioration du système éducatif nigérien. Nous avions pu suivre les démarches administratives qu'il faut selon les conventions internationales régissant l'exercice du droit syndical et des organisations pour amener le gouvernement à nous répondre favorablement et en respectant ces mêmes dispositions-là pour aller dans la création de comités interministériels. Alors, en répondant à la dynamique, ils ne pouvaient négocier à l'époque qu'avec la dynamique
Parce que si c'était un crime, nous en aurions été le coupable. Maintenant que c'est un exploit, nous en sommes les héros et nous en sommes les bénéficiaires. Voilà comment la dynamique en réalité par voie réglementaire a pu s'imposer auprès du gouvernement parce qu'elle s'est levée très tôt. Mais les portes sont ouvertes. Parce que nous voulons une lutte globale, une lutte unique pour l'ensemble des syndicats et de l'éducation, dans l'intérêt de l'ensemble des enseignants du Niger. Voilà l'objet. Parce que nous avions été divisés pendant plusieurs années et le gouvernement a profité de cette division. Il a surfé en oubliant les textes, en oubliant les préoccupations des enseignants. Il est impensable, par exemple, qu'on dise que pendant 20 ans, aucun gouvernement n'a pu stabiliser le paiement des pécules à terme ici. Soit si nous étions juste des soldats, ça n'aurait pas duré plus de 2 mois. C'est pourquoi nous pensons que c'est de la négligence. Quelque part, c'est même une sorte de mépris du politique envers les enseignants. Et nous avons décidé, à travers ce comité interministériel de négociation, d'aller vers à pas pressant, parce que nos problèmes sont énormes. Le secteur de l'éducation est en retard de 4 ans en ce qui concerne la carrière par rapport aux autres secteurs. Quelle est cette injustice? Nous ne pouvons pas la comprendre, nous ne pouvons pas la gober. Le recrutement, ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu de recrutement à la fonction des enseignants contractuels. Nous avons 6500 enseignants par la faute de l'administration qui ont dépassé l'âge d'être recrutés à la fonction. Certains ont 63 ans. Qu'est-ce que nous avons commis comme péché? Juste le choix d'être enseignant et d'éclairer les futurs cadres de la nation. Je pense que ça ne mérite pas le document que nous avons. C'est pourquoi pendant le comité interministériel de négociation, à 3 reprises, la partie gouvernementale revenait sans réponse à nos préoccupations. Nous avons dit que trop c'est trop, il va falloir que nous sortions les muscles parce que nous les avons et vous avez la preuve pour que le gouvernement sache que le directoire, les 7 camarades qui partent en négociation ne sont pas seuls, ils sont nombreux. Ils représentent les milliers, les dizaines de milliers des enseignants qui viennent de montrer qu'ils sont avec nous. Alors il faut que le gouvernement fasse beaucoup attention pour que la situation ne dégénère pas. Le secrétaire général du SINASEP, M. Munkaila Halidou, se réjouit de la forte mobilisation des militants de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation. Nous avons voulu rencontrer nos camarades de la région de Niamey pour leur faire part de l'état d'avancement des négociations que nous avons entamées avec le gouvernement, les points sur lesquels nous nous sommes accordés avec le gouvernement, mais surtout les points qui font objet de blocage depuis un certain moment avec la partie gouvernementale. Vous avez vu la mobilisation des camarades, mais également les différentes préoccupations et surtout les interventions pertinentes des camarades qui sont en tout cas engagés à ce que nous puissions défendre la corporation, que nous devions nous battre pour défendre la dignité des enseignants. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une assemblée générale. Qu'est-ce que nous venons de faire? Vous l'avez vu pour une fois, nous avons délocalisé cette assemblée générale. De tradition, c'était à dire ce que nous tenons ces âgés, mais aujourd'hui vous l'avez vu, nous sommes à l'académie et Dieu merci, malgré que l'information était partie en retard et que la salle a été, en tout cas, la salle a été remplie par les camarades, vous savez que les enseignants de toutes différentes contrées sont aujourd'hui prêts à être du côté de la dynamique pour que effectivement les revendications puissent trouver des solutions. La dynamique des syndicats du secteur de l'éducation en appelle à l'ensemble de ces militants pour maintenir le cadre dans le cadre de la lutte syndicale. De l'autre côté, le syndicat national des conducteurs de taxi, Syntaxi, a lancé un préavis de grève de 24 heures pour ce lundi 31 janvier 2022 relativement à la condition de vie de travail et des conducteurs de taxi à Niamey. Suivez plutôt le secrétaire général du dit syndicat pour plus d'éclaircissements. Il en est de notre devoir ici au niveau du syndicat quand ça ne va pas du tout dans le secteur du transport. Parce que maintenant, trop, ça ne va pas. Les militants se plaignent beaucoup au niveau du Syntaxi. Donc, on est obligé de passer par des négociations d'abord, par étapes. Maintenant, quand ça ne va pas, on va essayer de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire de déposer un préavis de grève pour revendiquer vraiment nos doléances au niveau du gouvernement. Il y a la cherté d'abord des prix de l'essence. Ça fait un bon moment que le gouvernement nous a promis de réduire le prix à la pompe. Le 31 décembre passé, à notre grande surprise, le prix reste inchangeable. Qu'à cela ne tienne, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui est en train de mener des opérations musclées, des escroqueries organisées avec nos camarades à l'endroit de nos militants. Donc, nous rejetons vraiment cette pratique que la Caisse est en train de faire. Nous condamnons, nous exigeons vraiment à la Caisse de restituer
toutes les pièces qu'ils ont prises au niveau de nos militants. Parce que ça ne va pas. Il y a beaucoup d'entreprises ici au Niger qui ne déclarent pas leurs employés, la totalité de leurs employés. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne déclarent pas la totalité aussi de leurs militants. Mais pourquoi la caisse ne fait pas une descente musclée à leur endroit? C'est les taximans, tous celui qui se lève bon moment, il dit que voilà, le secteur du transport, comme c'est le département de l'économie informelle, il faut les attaquer. Parce qu'il n'y a personne qui va réagir. Chacun ferme son yeux, chacun ferme l'œil. Donc vraiment au niveau de ce taxi, trop c'est trop, on a vraiment décidé de ne pas fermer les yeux cette fois-ci. Il y a d'autres protocoles d'accord qui ont été signés par le gouvernement qui n'ont pas été respectés. D'autres protocoles d'accord. Ensuite, il y a eu des négociations au niveau du ministère du Transport et de la ville de Niamey et on n'a pas réussi gain de cause. Donc vraiment, on est fatigué maintenant et les militants veulent que la grève. Les militants ne veulent aujourd'hui que la grève. Peut-être Dieu va nous aider à sortir dans les multiples problèmes. Dans cette édition aussi, les commerçants détenteurs de boutiques d'alimentation et de pâtisseries se sont rencontrés mercredi dernier au centre culturel Oumarou Kanda. Il était question pour eux d'échanger par rapport à la situation de leurs différentes boutiques relativement aux devoirs fiscaux qui leur sont imposés. Le reportage est signé Ralia Sami et Kantama Ibrahim. C'est après avoir été amendé pour non-conformité avec les normes de la facture certifiée que ces commerçants, détenteurs de boutiques d'alimentation et autres pâtisseries se sont réunis au centre culturel Oumarou Kanda afin de discuter et trouver une issue favorable à leur situation. Ainsi, d'un commun accord, ces commerçants exigent du gouvernement de revoir leur politique en ce qui concerne cette certification. Des alimentations qui sont en IFP, parce que normalement, juridiquement, celui qui a le NIFP ne peut pas facturer la TVA. Parce que quand tu factures la TVA, tu as une infraction. Et donc, et on a vu qu'ils nous ont amené des amendes pourquoi on n'a pas utilisé la machine, alors que juridiquement, ce n'est pas conforme. De deux, ils nous ont dit que non, maintenant ils ont passé c'est par mètre carré. J'ai dit, mais même si c'est par mètre carré, vous devrez faire une correspondance d'abord pour voir, pour sélectionner les boutiques et maintenant faire une formation aux gens, même la machine, parce que la plupart des gens qui font les alimentations, le commerce en général, c'est des illettrés. Il faut qu'on se comprenne. Et ils ne peuvent pas faire la machine, ce n'est pas possible. Donc il faut les former d'abord dans le pays où il y avait eu cette machine-là. C'est en Rwanda. Ils ont un niveau d'instruction élevé par rapport à nous. Là, le commerce est détenu par des illettrés. Ce n'est pas possible. Donc, même s'il faut le faire, vraiment, il faut avec le temps pour faire des formations. Et mais vous amenez des amendes de 1 500 000, 1 million, 2 millions, aux gens c'est 1 million, les gens que vous leur amenez des patentes de 800 000, 700 000, c'est à peine qu'ils arrivent à payer. Et vous les amenez des amendes de 1 500 000, 1 million 800 000, vous leur dites de fermer. Ça ne correspond même pas à ce que vous êtes en train de faire. Donc moi je crois que vraiment avec le dialogue, on peut tout régler. Mais vraiment avec la force là, on ne peut pas régler ça là. Toujours l'erreur de l'État, c'est de négocier toujours avec les gens qui ne sont pas les vrais acteurs. Maintenant, je crois que maintenant ils ont trouvé, ils savent là où sont les vrais acteurs. Quand ils vont prendre des décisions, appelez les vrais acteurs. La DGI, ils connaissent là où nous sommes, nous tous. Parce que quand ils veulent leur patente là, ils savent là où nous sommes. Il faut nous appeler que d'appeler quelqu'un qui n'a même pas de boutique, quelqu'un qui ne pouvait même pas importer des choses et vous discutez avec eux. Et ce n'est pas leur problème parce qu'ils ne connaissent rien dans la chose. Tout en restant ouverts au dialogue, ces commerçants refusent pour le moment les amendes qui leur sont imposées. Ils invitent par ailleurs les autorités compétentes à engager un dialogue sincère et fructueux avec les principaux acteurs concernés pour pouvoir les conformer aux normes de certification en vigueur dans notre pays. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à une analyse de la recrudescence des coups d'État en Afrique en cette période d'insécurité grandissante faite par le coordonnateur du réseau Espérance, Maman Bachar. Très bonne réception et à bientôt. Il est vrai que le coup d'État actuel ont un lien assez évident
avec l'insécurité qui sévit dans la sous-région, en lien avec ce qu'on appelle communément le terrorisme, où généralement les forces armées sont, si vous voulez, au front. Et donc, ils sont les premiers à être impactés par la crise lorsqu'elle survient, parce que c'est à elles que reviennent, en tout cas, l'obligation, j'allais dire au moins le devoir, d'aller défendre la souveraineté nationale et donc la sécurité nationale. Donc, de ce fait, lorsque il se passe un certain temps, puisque c'est aussi ça le problème, lorsque la crise persiste, elle prend un certain temps, elle prend une certaine dimension, avec beaucoup de pertes tant en ressources humaines, matérielles que financières. Il arrive que, en tout cas, les hommes en uniforme pensent que cela a un lien direct avec la gouvernance, principalement la gouvernance civile, à laquelle ils pourraient reprocher donc une certaine inefficacité ou un manque de cohérence par rapport aux orientations et aux instructions en termes de stratégie à prendre pour faire face à la crise. Donc, pour ce qui concerne donc ces derniers temps, on peut constater que principalement c'est lié à cet état de fait. Donc, très souvent, ils se disent que bon, en liant le pouvoir de décision et le pouvoir opérationnel sur le terrain, ils auront un peu plus d'efficacité, parce que ils pourraient reprocher donc aux dirigeants civils de ne pas pouvoir suffisamment prendre conscience donc de l'ampleur de la situation au point de pouvoir assurer une coordination beaucoup plus pertinente. Bon, à tout cela s'ajoute maintenant l'intrusion donc de forces étrangères donc dans la gestion de la crise, qui rend souvent les questions très difficiles à être perçues par notamment les forces nationales qui souvent ne parviennent pas à saisir véritablement les éléments nécessaires leur permettant d'agir avec beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus d'autonomie et en toute souveraineté. Et comme vous le savez, quand les forces étrangères arrivent dans un pays, quand elles s'impliquent dans un conflit, c'est en général pour aussi et également défendre leurs intérêts. Et ces intérêts-là, souvent, ne sont pas souvent très en conformité avec les intérêts nationaux des pays pour lesquels ils prétendent apporter donc leur contribution dans le cadre de la lutte contre le phénomène d'insécurité. Le cas d'espèce le plus évident est celui du Mali, où après plus de 8 ans, voire 9 ans d'intervention donc de forces étrangères, avec des budgets dépassant largement les 1 milliard de francs CFA par jour, on n'est pas arrivé à pouvoir mettre fin à l'insécurité ou j'allais dire au terrorisme qui sévit donc au Mali. Au-delà donc de cette dépense, il est à constater que les intervenants sont nombreux et multiples, d'où un problème de coordination. Et ils sont non seulement nombreux, avec 30 000 hommes déployés sur le terrain, mais également ils sont divers, avec des intérêts souvent différents. Donc, ce qui rend la question de coordination assez difficile lorsque l'État lui-même se trouve fragilisé du fait de cet état de fait-là. Donc, naturellement, ceux qui sont responsables au premier point, j'allais dire au niveau opérationnel de la question, pensent que peut-être s'ils prennent en charge
la question par eux-mêmes, peut-être ils amélioreraient la situation sécuritaire, y compris en faisant venir d'autres partenaires qu'ils estiment être beaucoup plus efficaces et peut-être beaucoup plus sincères dans l'accompagnement qui est observé. Donc ça, c'est en tout cas pour l'instant dans beaucoup de pays les principales revendications qui sont posées sur la table pour justifier les renversements brutaux de régimes. Pour d'autres pays, c'est les questions de gouvernance qui se posent. C'est soit la modification inopportune des dispositions constitutionnelles ou des élections tronquées dans lesquelles la majorité des citoyens ne se reconnaissent pas, ou alors la gouvernance même au niveau du pays qui est souvent non vertueuse, puisqu'elle est souvent frappée de népotisme, d'esprit d'oligarchie et parfois même, et souvent d'ailleurs, des détournements des dîners publics et pour couronner tout de l'impunité. Donc ça crée un certain sentiment de frustration et de rejet de ce régime-là qu'on considère comme étant démocratique, et finalement ça régente une certaine révolte qui finit par occasionner des interruptions lorsque cela se manifeste par des actions de rue, etc., comme on a vu au Burkina Faso, parce que souvent le pouvoir établi pense que sa sécurité réside dans l'interdiction des manifestations, alors qu'il aurait fallu plutôt laisser les citoyens s'exprimer. Ça va lui permettre d'avoir le pouls de ce que les citoyens pensent par rapport à sa gouvernance en vue de pouvoir l'améliorer. Mais ici en Afrique, on pense que quand on a le pouvoir même d'interdire ce que la loi permet. Donc ça bloque, si vous voulez, le fonctionnement normal de la démocratie, et donc de ce point de vue-là, les coups d'État deviennent comme une panacée aux yeux des citoyens. Et contrairement à ce que les gens occultent, c'est que ces hommes en uniforme, ils sont issus de la société aussi. Ils ont des frères, des soeurs, des oncles, des tantes, et finalement, chacun d'entre eux, quand il meurt sur le champ d'honneur, et c'est 1, 2, 3, 4 000 familles qui se trouvent impactées. Donc, toute cette frustration-là, comme un effet de boule, s'installe au sein de communautés. Sans compter maintenant les villages qui deviennent totalement inhabitables du fait justement de l'incertitude sécuritaire, et vous avez des écoles qui sont formées, faisant des enseignants des chômeurs pratiquement, et des élèves qui ne parviennent plus à aller à l'école. Donc ça a des effets multidimensionnels, et ces effets-là se font ressentir au sein de la population, parce que c'est elle qui vote. C'est elle qui participe au processus électoral, et c'est elle qui élit les dirigeants qui sont en place. Donc de ce fait-là, ils vont penser tout de suite que leur malheur vient de ceux qui dirigent. Et donc certains, ils peuvent prendre justement pour prétexte cet état de fait pour agir en mettant fin aux régimes qui sont établis. Et malheureusement, pour le cas des pays africains, on ne parvient pas à assurer justement dans le conscience populaire que la démocratie est le mode de gouvernance le plus pertinent pour pouvoir justement gérer de manière efficace la chose publique. Maintenant, vous avez, en ce qui concerne l'appréciation des conséquences des coups d'État, des facteurs qui sont externes. Et ces facteurs externes-là, qui sont extra-nationaux, c'est notamment, dans un premier temps, l'implication des partenaires dans les jeux politiques nationaux, très souvent,
Donc vous avez dans certains pays, vous voyez même de manière assez terre à terre comme on dit, que tel pays soutient tel parti et tel pays soutient tel autre parti, et finalement on nous transfère une guerre qui n'est pas la nôtre sur nos sols. Et finalement, nos dirigeants, au lieu d'être valeureux, au lieu de défendre les intérêts nationaux, au lieu de défendre la dignité de leurs concitoyens, se transforment en larbins pour défendre même des choses qui n'ont rien à voir avec nos intérêts, pour entrer dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est un facteur assez critique à ce niveau-là qui nous fragilise. Le deuxième facteur, c'est le manque d'anticipation des organisations sous-régionales. CEDEAO, IMOA, SANSAD, G5 Sahel, excusez-moi de pouvoir les taxer ainsi, mais il apparaît de manière évidente que ces organisations-là ne se mobilisent pas lorsqu'il y a des facteurs de crise dans un pays. Ils ne se mobilisent pas pour anticiper ou empêcher donc à ce qu'il y ait des fraudes électorales, à ce qu'il y ait des élections truquées, à ce qu'il y ait des situations de contestation tous azimuts ou de muselage de population. Elles interviennent toujours lorsqu'il y a un renversement de régime. Donc c'est toujours, si vous voulez, en retard, comme on dit, médecin après la mort. Alors que dès que les facteurs se présentent, vous voyez un président museler sa population, vous voyez les institutions fonctionner d'une certaine manière non démocratique, vous devez en ce temps-là mobiliser des émissaires pour attirer l'attention de votre collègue sur le fait que voilà les principes de la bonne gouvernance, voilà ce que ça édicte et voilà ce que ça impose comme règle de bonne conduite. Mais ils ne le font pas. On attend toujours qu'il y ait des contestations, qu'il y ait des fusillades pour venir faire le médecin après la mort. Donc ça fait une inefficacité donc des interventions de la CEDEAO. Et finalement, malheureusement, et même quand ils interviennent, donc en faisant le médecin après la mort, ils viennent avec des décisions souvent mal inspirées. Non seulement les décisions viennent en retard, mais souvent elles ne sont pas conformes au texte même de la CEDEAO. C'est le cas du Mali, c'est le plus palpable, où on a parlé de fermeture de frontières, on a parlé de gel des avoirs, qui n'existe nulle part dans le protocole de la CEDEAO. Comment vous allez prendre des décisions aussi iniques, aussi scélérates, qui ne sont pas conformes aux normes, alors que vous prétendez venir défendre la démocratie? Cela est totalement approprié et il est déphasé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, la CEDEAO est de plus en plus, si vous voulez, contestée, en tout cas dans la plupart de nos États, particulièrement par les populations. Et c'est ce qui fait que malgré ces décisions qu'elles prennent, les coups d'État quand même surviennent et continuent à survenir. Notamment, le cas le plus récent, c'est au Burkina Faso, où le lecteur même, j'allais dire, c'est lui qui a lu la décision à l'encontre donc du Mali et de ses autorités, et finalement c'est lui-même qu'on a renversé. Donc est-ce qu'on peut continuer comme ça? Donc il y a lieu, de mon point de vue, à ce que nos gouvernants sachent que en fait la gouvernance c'est juste une méthode de gestion, et qu'elle a des principes, elle a des règles, et ces règles-là doivent être respectées et doivent être appliquées même lorsque elles ne leur sont pas favorables. C'est cela aussi la démocratie. Et tant qu'on n'aura pas cette attitude-là, il y aura toujours justement des tentatives de renversement des pouvoirs par la force. Ce jour
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.